Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche. Toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué du dimanche dernier. Également nos excuses pour les difficultés techniques sur nos antennes que vous avez certainement constatées. Mais nos équipes techniques sont à tapis d'œuvre pour rétablir cette situation. Et vous l'aurez également constaté, vous nous recevez certainement en décalé. Mais sachez que nous travaillons à rétablir la situation. Et puisque nous sommes là pour l'exercice avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafoikan. Nous allons y aller pour vous permettre donc de rester avec nous. Agapit Napoléon Mafoikan, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce soir donc pour ce rendez-vous que nous allons d'ailleurs démarrer avec les échos de nos plateaux de dimanche, c'est politique de ce 5 juin. Vous avez suivi l'entretien, l'hebdo, le duel et autres, l'entretien et l'hebdo qui sont revenus sur l'atelier de validation des tests des médias. Agapit Napoléon Mafourican, est-ce que vous partagez un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui? Merci Angèle, merci à tous nos téléspectateurs. Oui, c'est vrai que quand on a écouté André Dossa, vice-président donc, de l'Union des professionnels des médias du Bénin, président du comité scientifique, donc au niveau de l'Assemblée spéciale par rapport à cette journée de validation du rapport du comité de relecture des tests, on ne peut qu'être d'accord. On ne peut que... Je n'ai pas été... C'est vrai, je suis ici en qualité de consultant et d'analyste, j'ai été d'une certaine manière associé à cette activité-là, et c'est quand même qu'il a rétabli un certain nombre de vérités, il a clarifié un certain nombre de situations liées à l'Assemblée spéciale, et il a rétabli un certain nombre de vérités liées à cette journée-là. Et je pense que dans l'ensemble, il a posé tous les problèmes à poser. Moi, ce qui m'a désolé un peu dans cette entrevue, c'est que finalement, on a passé le temps à justifier le bien fondé de l'Assemblée spéciale, sa légitimité, son naissance, l'essence même quoi, de sa réalité. Et je trouve que c'est ça qui nous fait perdre du temps. On a laissé l'essentiel. L'essentiel, c'est comment rebondir dans une profession qui semble abandonnée par les siens eux-mêmes, une profession qui semble en roue libre, une profession qui a besoin d'un nouveau défi, d'une nouvelle dynamique qui semble arriver, mais qu'on a l'impression qu'on parle encore des questions d'organisation interne. Pourquoi tel a existé? Des structures qui existent depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui on se demande, mais pourquoi elles existent? Qui les a créées? On ne connaît même pas les membres de ces structures, mais ça pose un problème de la participation du journaliste à l'animation des structures relevant de sa profession. Et donc ça pose le vrai problème de l'organisation interne même de la profession, ce que moi j'appelle la gouvernance de la profession. Je pense que j'ai été un peu... Je vais sur ma soif, ou ma faim, ça dépend, lié à cette question. Quels sont les défis nouveaux auxquels la profession semble se préparer pour faire face, au lieu qu'on se demande pourquoi telle structure. Le pourquoi tel Agapit Napoléon Mafourican est revenu parce que certains se sentent exclus de ce qui a été fait. Et on va le dire très clairement, par exemple, nos confrères du service public ne se sentent pas concernés par ce qui est fait. Agapit Napoléon Mafourican sont-ils moins journalistes quand ils sont à l'ORTP? Bonne question, bonne question. Déjà, oui, c'est vieille, c'est un peu comme une allergienne, on revient un peu là-dessus. Le statut même du journaliste, du service public, mérite d'être posé. Parce que la profession des médias est une profession libre, libérale. Donc, ne s'accommode pas d'une tutelle. Or, lorsque vous êtes déjà journaliste à l'ORTB, par exemple, vous dépendez d'un office, vous travaillez pour un office à caractère social, culturel, c'est ça, à caractère social et culturel. Donc, vous êtes fonctionnaire. C'est déjà ça. Alors, journaliste fonctionnaire, ça pose déjà un problème. Lequel? Non, je dis la profession est libre. Vous ne pouvez pas dépendre d'une autorité administrative et être déjà avoir toute votre liberté d'expression, votre liberté de management. C'est dans les pays. Ce système existe encore dans nos pays africains, mais dans des pays qui ont créé ces systèmes, ça n'existe plus. Ça veut dire de la communication. Et le chef de l'État l'a tellement perçu, en séparant le ministère de la communication, en disant
La propagande est différente de l'information. Bien sûr. Et celui qui s'occupe de la propagande ne peut pas faire de l'information. Le service public est là pour, normalement, rendre compte des actions des services de l'État. C'est-à-dire, au-delà de la mission des services publics, que même les médias privés exécutent, le service public de l'information, donc ce qui relève de l'État, est là d'abord pour faire la promotion de l'État, pour valoriser les messages de l'État. Donc, déjà, c'est une option qui est faite. Mais ça ne fait pas d'eux moins des journalistes. Si chacun d'eux se sent journaliste, et quand si vous vous sentez journaliste, vous adhérez aux structures de la profession. Et les structures de la profession, ce n'est pas le syndicat maison. Le syndicat maison est laissé à l'organisation de chaque structure. Cette maison ETL peut avoir un syndicat maison. La nation. Bien sûr. C'est un syndicat maison. Canal 3 peut avoir un syndicat maison. Golf FM peut avoir un syndicat maison. Donc, les syndicats maison gèrent les questions des conditions de travail des siens. La fonction des travailleurs. Le journaliste qui est à l'ORTB organise sa profession et estime qu'il est journaliste et a envie de rester dans une structure fêtière. Il va à l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui est la fêtière créée lors des États généraux de 2002, qui continue, donc est installée en 2004 et qui régule l'activité des professionnels des médias. C'est l'interlocuteur auprès de l'autorité qui est la haute autorité de la communication. Ça n'existe pas qu'il y ait d'autres organisations, sous-organisations. Mais on ne reconnaît pas, l'UPMB ne fait pas adhérer des organisations. Donc j'ai entendu que ça ne se ferait pas sans l'ORTB. Non, mais non, l'ORTB n'est pas une entité adhérente à l'UPMB. Donc, l'UPMB ne reconnaît pas l'ORTB, il n'y a pas d'ORTB. Il y a des journalistes, et il y a des journalistes qui sont membres du bureau de l'UPMB, il y a des journalistes qui sont membres de l'UPMB, et ceux-là ont participé à l'activité. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont membres du bureau du CNP à Bénin, et qui ont participé à la journée de validation. Donc, les confrères qui sont à l'ORTB, comme d'ailleurs il y a la Nation, ne sont pas moins journalistes. Ils ne sont pas moins journalistes. Ils sentent qu'ils s'estiment dans la profession. Et ils pensent qu'ils peuvent exercer et contribuer à l'animation de la profession en qualité de journaliste. Mais étant à l'ORTB, leur statut est différent, c'est vrai, à l'interne. Parce que c'est comme la ligne éditoriale. Donc ils connaissent la ligne, ils rentrent dedans, ils respectent la ligne à l'interne. Donc, il ne peut pas se plaindre de ce qui se passe à l'interne. Non, mais puisque c'est chaque individu, d'accord, Voilà. ça je vous le concède, chaque individu adhère à une association. Mais vu que ces individus sont représentés par un conglomérat ou une association, n'est-ce pas normal que cette association porte leur voix? Non, non, ça fait un fourre-tout. Ça fait un fourre-tout. Une association, vous adhérez librement. D'ailleurs, vous êtes libre d'y adhérer, vous n'êtes pas tenu d'y adhérer. Vous êtes libre d'y adhérer, mais l'association part en votre nom. Mais vous qui avez présidé le présidium des travaux de cet atelier-là, Agapit Napoléon Bafourékan, est-ce que ses confrères ont été associés à ce qui a été fait en qualité, en matière de représentants à ces travaux-là? André Doussa, président du comité scientifique, l'a dit. Moi, je ne suis pas organisateur de cette atelier. Je ne suis ni d'Adam, ni d'Ève prêt et associé ni au comité d'études, ni à la remise des rapports, ni à l'organisation de l'atelier. J'ai été juste approché là, dans la salle, ce jour-là, pour être président du présidium. On m'a demandé de mettre mon expertise au service des plus jeunes. J'ai dit, je suis disponible. J'ai préparé les états généraux de 2002. Je les ai dirigés. J'en ai dirigé le comité de suivi. C'est logique. Donc, tous les chantiers que nous avons réalisés, la création des unions fêtières, la remise en forme des statuts de l'ODEM, la création de l'achat et l'animation de la maison des médias, tout ça, c'est nous. Nous l'avions fait au terme des états généraux de 2002. Donc, c'est logique que 20 ans après, s'il y a une expertise dont les gens ont recours, que est encore là, disponible, que je puisse le faire. Donc, je ne suis pas mêlé à l'organisation. Et André Doussa a expliqué clairement tel que les choses se sont passées. Moi, j'ai compris dans la salle, après que le rapport a été lu par le président du comité, les Vieilleries, qui n'est pas des sérails des journalistes, des sérails privés, c'est un haut responsable, c'est un responsable du ministère de la communication, c'est le directeur général des médias. C'est le directeur général des médias au niveau du ministère de la communication. Il était le président de ce comité-là. Et donc, c'est lui qui a présenté ce rapport-là. Et il y a eu un débat général. Alors, moi, en tant que président du présidium, j'ai demandé aux confrères qui sont là de se lâcher.
C'est l'une des premières fois qu'on a l'occasion, ils n'ont qu'à se lâcher. Tout ce qui ne va pas, même au-delà de ce qui est dans ce rapport, qu'ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Ils n'ont qu'à mettre sur la table tout ce qu'ils ont envie de mettre sur la table pour que les comités, les ateliers, les groupes de travail puissent se saisir. Parce que la profession a besoin de rebondir, de repartir. Et quand je l'ai dit, je pense qu'il y a des confrères de l'OITB qui étaient là, qui ont pris la parole. J'en ai vu dans le débat général, pas moins de 5 qui sont intervenus dans le débat, qui ont porté leur désiderata. Il y en a qui étaient rapporteurs d'ateliers. Ils ont participé. Donc, j'ai été surpris de voir le syndicat dire ce qu'il dit là. Il ne peut pas. Et j'ai lu quelque part, on a dit que le rapport publié n'est pas conforme au rapport. Mais si on leur donne un dossier, il ne peut pas. Il peut pas. Je le mets au défi, il ne peut pas signer. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver. Parce que les leurs qui étaient aux travaux ne peuvent pas dire ça. Puis on a les images. On a la manière dont les choses sont déroulées. Ils ne peuvent pas le dire. Donc, vous voyez, quand vous voyez les hommes des médias se comporter comme des hommes politiques, moi quand je les ai vus, j'ai vu un peu, on dit ça passe ça, je ne ferai pas sans nous. Il dit oui, je vois encore, suivez mon regard en 2019, on ne peut pas aller aux élections sans nous, ça se fera avec nous, sans nous. Mais vous voyez ça, vous voyez quand les gens de médias se transforment en apprentis politiciens, incapables de s'assumer et mettant sur les autres leur incohérence ou incompétence, leur incapacité à maîtriser les textes, leur indiscipline à rester dans un groupe. Je dis, mais c'est quand même grave. Et on va recourir au président de la RAC. C'est pas son devoir. Le président de la RAC a d'autres choses à faire que de s'occuper des adultes, de comporter comme des gamins incapables de s'assumer. C'est pas normal. Les associations, leur test, vous adhérez librement ou vous n'adhérez pas. L'adhésion individuelle, il n'est pas suffisant. Donc, moi, je trouve qu'on ne peut pas offrir ces images et demander qu'on se prenne au sérieux. Donc, je suis d'accord. J'ai écouté André Dossa ce matin. Il dit, mais c'est heureux maintenant de voir que les syndicats de l'OITB s'occupent de ces questions-là. Pendant longtemps, ils s'occupent de leurs affaires. La preuve, à l'ouverture même de l'atelier, on ne les a même pas vus pour la couverture. À l'ouverture de l'atelier, ils n'étaient même pas présents. Est-ce qu'ils ont reçu l'invitation? Est-ce qu'ils ont besoin de recevoir l'invitation? S'ils ne sont pas informés qu'il y a un tel atelier. Ils sont informés puisque nous sommes tous dans la profession. On est tous dedans. Ils sont informés. Je dis, ils sont informés. Puisque nous l'avons couvert. Cette télévision a couvert. D'autres l'ont couvert. Il n'y a pas eu un courrier particulier qui a dit venez couvrir. C'est un devoir pour la profession. Si vous ne pouvez pas vous assumer, comment voulez-vous être protégé? Si vous ne pouvez pas vous assumer en adulte responsable dans un monde responsable, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Je pense que l'image qu'on a vue là est une image déplorable de bambins, d'adultes bambins incapables de se prendre en charge. Je dis, ce n'est pas normal. Et donc cela ne s'explique pas. On ne peut pas traîner ça, ce n'est pas normal. Ça là ne peut pas s'expliquer. Que vous ne soyez pas d'accord avec les gens, avec les options, c'est un fait. Mais faites votre mémorandum, déposez ça à l'Assemblée spéciale, respectez vos fêtières. Mais vous ne pouvez pas salir l'image, ternir l'image et vouloir encore parler, dire que bon voilà que ça se fera sans vous. Si vous ne respectez pas les fêtières, ça c'est un fait. Hein? C'est un fait. Mais faites un mémorandum. Envoyez ça aux fêtières. Envoyez ça à l'Assemblée spéciale. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Et dites les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais déjà avant la journée, moi j'ai lu déjà ces gens de récrimination. Parce qu'en réalité, comme je le dis, ce n'est pas l'adhésion individuelle qui est en cause. Ce n'est pas l'individu, le journaliste, membre de l'UPMB, qui travaille à l'OITB, ne s'est pas plaint directement. On ne l'a pas vu. Le patron, enfin, celui qui représente le patronat au niveau de l'OITB, le patronat de l'OITB, c'est l'État. Bien sûr. Le patronat de l'État, parce que j'ai entendu, on dit, celui qui nous représente, un certain ancien, oui, c'est vrai, ancien DG. Il est à la retraite. Mais le patronat de l'OITB, celui qui est le patron de l'OITB, c'est l'État. Ce n'est pas les individus. Donc, ce n'est pas le syndicat. Le syndicat, c'est le personnel. Ça, c'est l'UPMB. Alors, le syndicat ne peut pas parler au nom du patronat. Il n'a pas la qualité. Donc, c'est ce fourre-tout qu'il faut combattre. Le journalisme, c'est la connaissance. Hein, ce n'est pas on ne peut pas faire de l'à peu près. Lorsque vous dites que vous êtes journaliste, ça veut dire que vous avez un contenu, un background nécessaire de comprendre les choses, de les décrypter et de pouvoir mieux les traduire pour que l'opinion puisse vous comprendre. Mais lorsque vous mélangez patronat et employé, ça pose un problème. Dans le cas de l'OITB, le personnel est libre d'avoir son syndicat, mais en matière, au niveau des fêtières professionnelles,
l'individu journaliste, pris isolément, adhère à l'union, comme dans le cas privé. Et maintenant, le patronat, lui, il est représenté par celui que l'État a nommé. Et qui a son regard au niveau du patronat, du Conseil national du patron de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Mais un syndicat ne peut pas dire qu'un DG n'est plus valable. Il peut le dire à l'interne, pour les affaires de l'ORTB, pour le management interne. Mais si il n'y a pas rapport au CNPA Bénin, il n'y a que l'État pour dire non, tel n'est pas représentatif. Puisque c'est l'État qui est le patron de l'ORTB, l'actionnaire principal et le créateur donc, de l'office. Et donc, la tutelle, donc, à la matière, c'est l'État qui devrait valider ça. Donc, ouais, c'est des incohérences du genre qu'on ne doit pas valider et que nous avons écouté sur ces derniers jours, on ne peut pas les laisser dans l'opinion, montrer que quelque chose ne va pas. Non. Mais Agapit Napoléon Mafourican, c'est vrai, vous reprochez aux syndicats de mélanger les actions, d'accord, mais qu'en est-il de l'indisponibilité du rapport que eux aussi reprochent, parce qu'ils estiment que le rapport n'a pas été déposé à temps pour qu'ils aient le temps de le lire. Qui estime que le rapport n'est pas disponible? Ceux qui remettent en cause le travail qui a été fait. Je ne sais pas, moi j'ai vu les syndicats. Si c'est le syndicat, le rapport n'est pas pour le syndicat. Si c'est le syndicat, pas pour le syndicat, les membres du syndicat, par exemple. Non, les membres du syndicat ne sont pas connus. C'est les membres de l'UPMB qui sont connus. Ils sont représentés au bureau. André de ça vous a expliqué. Les membres du syndicat sont le syndicat. Ça, c'est l'ORTB. C'est à l'interne de l'ORTB. Ils ont à affaire entre l'État et l'entreprise. Mais je ne pense pas qu'ils ont à en imposer ou à en exiger aussi à l'UPMB. C'est pas normal. C'est pas comme ça fonctionne. Donc, il faut préciser déjà ça, que le syndicat et le syndicat ne peuvent pas se mélanger et se confondre avec l'UPMB. Bien, maintenant, vous parlez du rapport. Oui. Le rapport, ça, c'est les organisateurs. Et André Dossa, président du comité scientifique, vous a répondu. Ce que je connais de ces gens, de ces modes opératoires, lorsque vous commanditez un document, vous mettez en place une commission, la commission vous rencontre. Et lorsque la commission vous rencontre, vous décidez que vous pouvez faire une exploitation interne. N'oubliez pas que c'est les fêtières, donc c'est les deux bureaux. Donc c'est les deux équipes mises en place par chacune des unions. C'est les exécutifs de chacune des unions. Donc élus pour agir en lieu et place des professionnels des médias et du patronat pendant le mandat. C'est eux qui ont commandité, donc ils ont les pleins pouvoirs à charge pour certaines questions de questionner leur assemblée générale respective. Donc il n'y a pas à distribuer le rapport. C'est eux qui décident de ce qu'il faut avec le rapport. Puis c'est eux qui sont commanditaires, ce n'est pas dans les statuts. Alors, ils ont commandé le rapport, ils l'ont reçu, ils ont décidé de réunir une assemblée d'adoption de ces rapports. En fait, c'est une étude, c'est une assemblée, c'est un atelier d'études, du rapport et de validation des options. C'est l'étude du rapport et validation des options. Ou analyse et validation des options. En réalité, c'est ce que moi j'ai vu faire. Donc, ils ont demandé à inviter un certain nombre, j'ai entendu 200 personnes. Donc, les 200 personnes qui sont arrivées, il y a sans doute un peu plus de 100 qui sont représentatifs des deux unions. J'ai été invité pour y participer en tant qu'ancien responsable de fêtière, ancien conseiller à la HAC. Je suis allé. Donc, ils ont estimé que voilà ce qui peut nous apporter plus d'éclairage. Tout comme il y avait de toutes les générations. J'ai entendu, oui, les anciens. Non, il n'y a pas un café d'anciens. Tout le monde était là. Les plus jeunes, les plus anciens. Nos aînés, il y avait certains de nos aînés qui avaient été invités, qui n'ont peut-être pas eu l'invitation en tant qu'ils auraient pu être là aussi. Et je suis sûr également que ces délégués ont représenté qui aussi? Qui? Mais ils représentent le PMB. André vous a dit que chaque membre du bureau a désigné 3. Donc ça veut dire qu'ils ont représenté. C'est le bureau. N'oubliez pas que c'est le bureau. C'est pas État généraux. Hein? C'est un travail de l'Assemblée spéciale qui a commandé son travail, qui a voulu l'élargir. La preuve, ils ont invité des structures. J'entendais André parler de l'APDP, oui. l'Agence pour la protection des données personnelles. Il y avait le doyen Tamandao, l'ancien magistrat, qui est chef de mission à l'APDP, ou bien, en tout cas, qui a été envoyé par l'APDP, mais qui est resté jusqu'à la fin, et qui a contribué, par sa collègue, mais qui a conseillé, qui a profité de l'occasion pour parler de l'APDP et de ce que les médias ont à faire en allant vers l'APDP. Donc,
nous avons eu on a eu la Commission béninoise des droits de l'homme qui était là au début. On a eu beaucoup de structures. D'autres structures qui étaient là. Certains sont restés jusqu'à la fin, d'autres sont partis. C'est ça, il n'y a pas de représenté, il n'y a pas un vote, il n'y a pas une situation où quelqu'un doit représenter quelqu'un. C'est l'UPMB, le CNPA Bénin, donc les deux fêtières qui ont voulu ouvrir le débat vers d'autres. Alors, ils l'ont ouvert, il y a eu des échanges, il y a eu des commissions qui ont travaillé, il y a eu des options et des résolutions. Les options, c'est valider les rapports. En les validant, il faut encore les intégrer dans les textes de chaque fêtière. Bien sûr. Parce que, comme je vous ai dit, c'est deux bureaux. Il n'y a pas d'assemblée spéciale entre les deux bureaux. Il n'y a pas d'atelier qui peut en imposer aux deux bureaux. Donc, ce qui s'est passé le 27 mai, c'est une sorte d'aide à la décision. Tout le monde a apporté ses clarifications. La question, par exemple, qui est dans toutes les... ce qui fait mal, c'est l'affaire de désignation pour la HAC. Oui. Pour la HAC, notamment peut-être pour le parti, parce que pour la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est déjà le mode opératoire de désignation. Un peu ça. Alors pour la HAC, élection, c'est ça le problème. Mais le bureau, le comité d'études, le comité qui a fait la relecture, a proposé qu'on revoie cette affaire et qu'on passe à un mode de désignation. Ça a été questionné, l'atelier a été questionné, l'atelier a validé. Maintenant, il faudrait que les unions l'intègrent dans leur approche. Encore que ce volet-là ne concerne pas les unions individuellement. C'est une décision de l'Assemblée spéciale. Puisque la loi organique de la HAC a dit, article 16, que les membres de la HAC est composée de 3 membres désignés comme suit. 3 par le président de la République, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par la profession. Donc, c'est une désignation. La désignation peut appeler l'élection, peut appeler le tirage au sort, peut appeler une désignation directe au coup. C'est l'organe c'est la structure qui est chargée de désigner, qui définit les modalités. Donc, il est juste attendu qu'il n'y aura plus l'élection dans la forme où ça a été en 2004, en 2009, même jusqu'à la mandature, en 2013 et en 2019. Voilà les 4 dernières élections, les 4 dernières désignations. Parce qu'en 1994 et en 1999, ce n'était pas de cette manière. En 1994 et en 1999, il n'y avait pas du monde. Ça s'est désigné, ça s'est joué sous la coupole de l'ORTB là, dans le garage central, le grand hall. C'est là que ça s'est joué. C'est à partir de 2004 qu'on a mis en place une commission électorale, librement, qui a été d'ailleurs attaquée. Et la Cour a renvoyé aux acteurs, ça c'est interne à la profession. Donc, ce débat est revenu pour dire, revenons un peu au mode opératoire de départ, que les élections, comme on fait comme les politiciens, là, il faut mettre fin à ça, parce que ça divise la profession. Et au fait, les 3 qui y vont n'impactent pas grand-chose. Ils sont 3 sur 6, sur 9. Ils contribuent à la décision. Ils y vont, mais ils participent à une institution de l'État. Ce n'est pas une organisation corporatiste, la HAC. C'est une institution de l'État. Donc, tout ce qu'ils disent qu'ils vont faire là, ils ne peuvent pas les faire seuls. Ils le savent. Voilà. Donc, voilà. Non, est-ce qu'on le sait? Moi, j'ai fait campagne en 2004. Je croyais qu'on pouvait renverser, on pouvait vraiment... À 3 contre 6, à la petite Napoléon Macron. Angèle, si vous n'avez pas été... L'inférieur numérique est bien visible. Non, moi je n'abandonne pas sans avoir été au front. Quand j'y allais, j'étais vraiment convaincu qu'on pouvait bouger les choses. Mais lorsque vous y entrez, c'est la première fois que moi je participe à l'État. Quand vous entrez, vous voyez l'appareil étatique debout devant vous. Vous voyez la ferraille étatique. L'armada étatique. Et vous comprenez que ça ne se déroule pas comme vous pensez. Que ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est une lourde administration. Ça peut être de 5 membres, ça peut être de 2 membres, mais elle est tellement lourde que vous ne pouvez pas dire je décide et ça va fonctionner. Donc, vous commencez par ferrailler ce qu'on appelle rétro-pédaler. Parce que vous ne pouvez pas quitter pour faire conférence de presse pour dire ah, moi j'ai proposé ça, on m'a mis en minorité. Je vais vous raconter. En octobre 2005, j'ai été à un débat sur Canal 3. Octobre 2005. Un débat sur Canal 3. C'est une décision qu'on a prise pour gérer la pré-campagne lors des élections de 2006. La pré-campagne. Qui était ma vis-à-vis? Édouard Loco, président du patronat de l'époque. Aoudo François, président de l'ODEM à l'époque.
Peut-être qu'André se rappelle parce que c'est lui qui a dirigé. Mais ils m'ont mis en minorité. Ils m'ont mis en minorité. Alors que nous sommes du même groupe. L'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. C'est ce groupe. Nous avons grandi pratiquement ensemble. Donc nous partageons les mêmes valeurs. Mais moi, désormais, à la HAC, il y avait des réalités auxquelles je devrais faire face. Et je ne peux pas dire devant les écrans, non, j'ai proposé ça, on m'a mis en minorité. Je ne pouvais pas le dire. Donc j'ai affronté, j'ai géré. Mais j'avais mal parce que je disais, mais voilà ce que je disais à mes collègues, ils n'ont pas compris. Ça, nous avons traité ça. Et ce n'est qu'un cas, je peux en dire d'autres. J'ai vu les confrères qui sont allés après. Donc, en allant dans ces organisations, vous ne pouvez pas faire campagne parce que vous n'êtes pas seul. Non. Donc, c'est une équipe qui décide. Une fois là-bas. C'est pour ça que moi, je salue la réforme qui voudrait que, désormais, qu'on n'aille plus aux élections comme les partis politiques. Et puis après, moi, quand j'y allais, ça s'est joué en un mois entre ma candidature et l'élection. Mais après, on a fait 2 ans de campagne, 3 ans de campagne, et on dépense, fanfare, on fait manger, on voyage, on fait trucs. Alors, comment voulez-vous gérer alors que ça ne génère pas l'argent. Ça crée des frictions sur le terrain. Il y a des problèmes professionnels sérieux à régler. Aujourd'hui, ce qui est important et qu'il faut régler, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas que le débat s'enlise sur les modes opératoires. Il faut régler la question de la présence de la profession. Il faut que la profession marque sa présence. Quelle est la ligne de démarcation entre la profession des médias et l'internaute? Quelle est la ligne de démarcation entre la profession des médias, ce qu'on appelle 4e pouvoir, et le 5e pouvoir, les réseaux sociaux? Finalement. Oui, c'est le 5e pouvoir, on l'appelle. Ce pouvoir puissant, parfois plus puissant que celui des médias. Mais le pouvoir des médias doit être responsable. Ça doit être élégant. Ça doit être un pouvoir de connaissance, de transmission de l'information, de partage d'analyse. Ça doit être une profession beaucoup plus structurée. Est-ce qu'on y est? Mais à la lueur où vont les choses, Agapite Napoléon Bafourékan, est-ce que vous ne craignez pas une scission entre ceux du privé et ceux du public? Non, quelle scission? Oh là là, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de scission. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une scission, il n'y a pas un qui est de ceux du public, ceux du privé. Le journaliste, il est formé. Les confrères, André vous a dit qu'ils sont beaucoup de ma même génération. Oui. Le journaliste, le doyen Joël Aoundolo dont on parle aujourd'hui, mais il est encore actif ailleurs. Non? Il a quitté l'ORTB. Est-ce que la TV hémicycle dont on parle aujourd'hui a été une réalité sans participation? Sans participation. Donc, qui est journaliste? Qui est public, qui est privé aujourd'hui? Le journaliste de l'Assemblée nationale est un journaliste de service public. Oui. Normalement, c'est un fonctionnaire de l'Assemblée nationale ou un consultant. Aujourd'hui, là-bas, moi, je dis, depuis que j'ai quitté la HAC, c'est 2009, je n'ai plus osé, je n'ai même plus ça m'a plus, c'est même pas venu à l'esprit de demander la carte de presse. J'estime que la définition que la loi en fait, la connaissance que j'en ai et les décisions que je fais n'est plus de la profession. Je ne suis plus journaliste. Je suis analyste. Je fais de la communication, je fais de la formation, je fais de l'expertise. Donc, je peux demander ma carte à titre honoraire parce que j'ai quand même fait une bonne vingtaine d'années. Et donc, je peux demander, je réponds aux critères. Ça fait 25 ans, 26 ans que je suis tout de la profession. Donc, je réponds aux critères pour avoir la carte honoraire peut-être. Mais du point de vue journaliste, je ne le demande pas. Mais on ne peut pas me dire, je ne connais pas la profession. On ne peut pas me dire que je ne suis pas représentatif. À toute modestie gardée, je me sens tellement représentatif que j'étais au début et au cœur de beaucoup de choses, au niveau des mutations que la profession a connues. Nous prenons les actifs, nous prenons les passifs. Il n'y a pas de souci. On affronte tout. Donc, que Joël Aoundolo soit à la retraite, je ne peux pas on ne peut pas lui manquer de respect en parlant de représentativité. Oui, il est plus représentatif de l'ORTB. Mais on ne peut pas dire que les gens ne sont pas, l'ORTB n'est pas représenté. Non, ce n'est pas les offices qui sont représentés, ni les organisations qui sont représentées au patronat de la presse. C'est les organes, c'est vrai. Mais l'ORTB n'a pas demandé, j'ai écouté ce matin, n'a pas demandé à être représenté à nouveau, n'a pas dégagé Joël Aoundolo de son mandat. Et donc, ce n'est pas au syndicat d'en parler. Donc, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, c'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il faut s'en prendre à eux-mêmes? Il faut qu'ils aient l'explication. Il faut qu'ils se retrouvent. Ce n'est pas une bataille rangée. Il faut justement que les amis quittent la posture électorale. Qu'ils ne voient pas dans l'élection de la délégation pour la HAC l'alpha et l'oméga
de l'organisation de la profession. Il ne faut pas qu'ils voient. J'ai entendu sur les plateaux, il y a une semaine, comme les gens pensent que bon, oui, c'est parce que les élections s'approchent, parce que les élections s'approchent. Non. Il faut pas voir les élections en tout. Je dis la prochaine besoin d'organisation. Et moi, je m'en prenais au fêtière, en me disant, mais depuis que le chef de l'État a dit, moi, je ne me vois pas en train d'avoir un ministre qui va contrôler les journalistes, alors que lui, il est chef de la propagande, et les journalistes doivent faire de l'information. C'est rare d'avoir un chef d'État qui dit ces choses. Et quand c'est dit comme ça, la population doit bondir là-dessus et aller voir son interlocuteur étatique, qui est la haute autorité de la communication, et dire, ah, on fait quoi? J'ai entendu André aujourd'hui lancer des lauriers au président actuel de la Prosper Moretti. Mais c'est heureux. À un moment donné, on a cru que le pont était coupé entre les deux. Et moi, j'ai eu mon petit temps en disant, mais attention, vous avez besoin de la HAC. C'est votre totem. La HAC est le totem de la profession. Vous ne pouvez pas la contourner et penser que vous pouvez organiser et bâtir dans du durable. Après, les hommes passent. Les structures restent. Ah, c'est ceux qui sont là avec eux il faut composer. On ne peut pas choisir ceux avec qui on va composer. Vous n'avez pas choisi votre mère, vous n'avez pas choisi votre père, vous pouvez choisir vos amis à la limite. Mais donc, vous ne choisissez pas vos autorités. Vous pouvez élire pour tel peut venir. Donc la HAC, elle est là, le totem. Vous allez la voir. Président, voilà ce que nous amenons comme idée dans le cadre des mutations qu'on a. Aidez-nous. J'ai dit le 3 mai, quand on déposait le rapport, quand on m'a donné la parole, qu'il y a une loi restrictive à la HAC, qui a à l'Assemblée nationale, que la loi organique de la HAC est encore à l'Assemblée nationale pour être corrigée. Est-ce que la profession s'est saisie de cette loi? Est-ce qu'on a regardé dedans ce qu'on peut insérer, ce qu'on peut dégager? Est-ce qu'on a fait notre mémoire, envoyé à la commission des lois? Est-ce qu'on a demandé à être reçu pour partager avec la commission des lois nos visions? Voilà ce à quoi la profession doit se battre aujourd'hui. Mais quand je vois les petites batailles rangées de l'élection, là, je trouve que ne tombons pas plus bas que les politiques. On est presque tombé au bas, hein, Agapit Napoléon Mafoïkan. Mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre des représailles par rapport à ce linge que nous lavons en public pratiquement, Agapit Napoléon? Représailles contre qui et pour qui? Contre notre profession, déjà qu'il est à mal. Non, non, ne vous en faites pas. Je ne pense pas. Ouais, les débats sont normaux. Hein, ou normaux, je sais pas. Les débats sont nécessaires à toute société. Et ce qui se passe, parfois c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. On dit on réunit les gens contre de leurs intérêts. Vous l'avez dit rapidement au début. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il faut savoir l'occasion de garder. Moi, je ne vois pas encore quelque chose. Oui, on nous a toujours fait, nous, le procès. Oui, la vieille garde, ils ne veulent pas partir. Ils sont là. C'est eux qui tirent les cordes. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Mais surtout qu'on propose que désormais qu'on se fasse parrainer par un doyen avant d'adhérer par exemple à l'UPMB. Mais pourquoi le jeune qui est dans la profession pense qu'il connaît tellement tout qu'il ne peut pas se faire parrainer? Mais la profession, c'est une lourde responsabilité. On ne s'entend pas toujours avec tous les doyens non plus. Non, pourquoi vous pensez que c'est... Oui, c'est ça, c'est la posture des hommes politiques. Ça. Oui, on les côtoie tellement qu'on prend l'habitude aussi. Non, ne prenez pas l'habitude. Parce qu'avant vous, on est passé. Moi, je ne pense pas qu'avoir pris l'habitude des hommes politiques. Moi, j'ai travaillé en égal avec les hommes politiques. Ils font leur profession, je fais la mienne. Nous discutions. On ne s'entend pas toujours, mais chacun a toujours été dans sa ligne. Ceux qui sont encore là, qui connaissent notre génération des années 95, au milieu des années 90, les années 2000, les années 2010, moi j'ai été... Nous on a travaillé avec des gens politiques, on était amis à des gens politiques. Mais lorsqu'il faut imposer, évoquer les principes professionnels, chacun sait où doit rester. On a nos amis, on a eu des amitiés autour des hommes politiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on se saborde avec eux. Donc, en tout cas, personnellement, ma lecture des choses est qu'on n'est pas en affrontement. Mais chacun a sa part. J'ai des amis juges. Mais quand j'ai un problème, quelqu'un me dit, j'ai un tel problème là-bas, moi, mon rôle n'est pas d'intervenir. Je ne suis pas... je ne fais pas de l'intermédiation avec la justice. Moi, je suis injusticiable. Quand je dois y aller, je vais. Et à l'hôpital, vous avez des amis, non? Quand vous devez y aller, vous allez faire vos analyses. Si le besoin vous oblige des choses, vous êtes obligé de faire. La police, s'il vous arrête, vous ne pouvez pas aller demander que quelqu'un intervienne pour vous. Allez régler le problème que vous devez régler. La société est organisée en sphère, avec des professions où chacun doit jouer sa partie. Donc, l'ancien a quelque chose que le nouveau n'a pas. Et le fait qu'on est dans une société où les gens pensent que l'ancien est tout négatif, c'est lui qui veut tirer les cordes. Un ancien peut s'asseoir sur combien de chaises?
Une seule. Alors pourquoi vous pensez qu'il est si nuisible? Moi, comme je le dis toujours, moi j'ai quitté la HAC en 2009. Et depuis lors, je n'ai demandé aucun poste. Je n'ai demandé à personne de me lire dans un truc professionnel. S'il y a eu des trucs électifs, je peux, en 2013 ou en 2012, quand la loi 2011-20 sur la lutte contre la corruption a été votée, et il fallait un communicateur désigné par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. J'ai postulé. La HAC a sorti sa commission communiquée, j'ai postulé en bonne et due forme. J'ai informé les fêtières, le président Brice Moussou à l'époque, et les conseillers qui sont à la HAC, les doigts locaux à droite, pour dire, j'ai postulé, hein, comme beaucoup l'ont fait. Et après, bon, la HAC a étudié les dossiers, comment on a été à l'audition, et nous avons été désignés. Donc, voilà comment on peut faire. Mais aujourd'hui, vous devez être lucide, en sachant que vous ne pouvez pas occuper tous les postes tout le temps. Et qu'à un moment donné, vous devez céder vos places pour que de nouvelles générations s'installent et que vous puissiez vous faire autre chose. Il y a tellement, cette profession reste tellement à être rebâtie, il y a tellement de choses à faire que je ne pense pas qu'on puisse aller à une sorte d'affrontement. Quand moi j'ai fait la salle, aussi bien le 3 mai, que la salle de Nobila, la tante de Nobila Airport Hotel qui a financé l'atelier du 27 mai, quand j'ai foulé ça, le 27, j'ai regardé et dit, mais comment cette profession, elle ne rajeunit pas. J'ai vu les mêmes qui étaient aux États-Unis en 2020 et en 2002. Donc, 20 ans après, j'ai retrouvé les mêmes visages. C'est peut-être là que la jeune génération doit se poser des questions. Ce n'est pas les vieux qui ne veulent pas partir, encore que moi. Je ne me sens pas vieux qui ne veulent pas partir. C'est anecdotique que je me retrouve à la tête d'une... Déjà qu'entre jeunes, on se chamaille aussi. Donc, donc ce n'est pas une affaire de vieux qui ne veulent pas partir. Ce n'est pas une affaire de vieux ou de jeunes. C'est une affaire de profession à rebâtir. Moi, je suis content de voir quelqu'un de Joël Carlos avec qui on peut causer, encore, même s'il est un peu diminué. Mais quand même, c'est une grâce pour nous. Souley Siaka, Noël Alagbada, Agbidinokou Constant, et André Marie Johnson, et bien d'autres. Ils sont nombreux, ils sont encore là. Mais nous, ceux-là, mais je les merveille, moi, ma jeunesse. Et donc, j'étais heureux de les avoir côtoyés, même en tant que président. Ils sont mes aînés, ils m'appellent président. Alors, qu'est-ce qui leur manque quand ils te le font? Rien. On les appelle doyens, ils t'appellent président, ça veut dire, ouais, c'est ça la considération réciproque. Donc, moi je pense que nous, on ne s'est jamais affronté. Il y en a qui ont repris, comme les Léon Bratier, qui étaient à la Nation, aujourd'hui ils sont à la presse, à l'autre quotidien, mais beaucoup sont nos aînés que nous respections. Mais ça n'empêchait pas que lors des débats, qu'on soit virulents avec eux, et après nous gardions toujours cette distance, ce respect qu'on doit à l'aîné. Je salue par ailleurs le premier représentant de la profession à la HAC, Sébastien Ambota, qui a beaucoup aidé la profession, qui nous a beaucoup aidé à nous installer. Et ces aînés-là, à la je l'ai cité, ont beaucoup accompagné. Quand vous voyez ce qu'ils nous ont apporté en termes d'expertise, en termes de conseils, en termes d'accompagnement, vous trouvez que les plus jeunes aujourd'hui, c'est pas une cohérence à faire, ou bien soit pas une capacité, soit pas paresse, qu'ils pensent que c'est les aînés qui sont source de leurs problèmes. Je pense que c'est parce qu'ils manquent d'imagination. Ils manquent de... Ce qui arrive à s'imposer, j'ai écouté André de ça ce matin, j'étais émerveillé. Parce qu'il était fier de parler, par exemple, de son vraiment, la relève est assurée parce que, par lui seul, il y a une bonne génération autour d'eux qui émerveille, même la présidente de l'UPMB. C'est la nouvelle génération. Elle fait admiration quand elle intervient. Donc, il y en a qui travaillent. Et ceux-là, je pense qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans la facilité voilà, il ne veut pas partir, c'est les mêmes, non. Parlons à Gapit Napoléon Bafouika à présent des recommandations, du sort pardon de ces recommandations. Nous avons entendu un confrère sur l'hebdo des éditorialistes aujourd'hui reprocher un peu les mêmes choses qu'on a fait déjà au niveau des États généraux, les 2 États généraux. Qu'est-ce qui a été fait de ces conclusions pour qu'on en arrive là? C'est tout comme si on fait du surplace depuis plus de 20 ans. Non, on ne fait pas du surplace. Je vous ai dit que tout ce qui existe aujourd'hui a été créé par les États généraux de 2002. Donc, dire que, qu'est-ce qu'on en a fait là? On avait 16 chantiers, les 16 chantiers des États généraux de 2002. C'est à lui de faire le travail, il n'a pas fait le travail. À lui seul? Non, mais attends, il pose la question. Donc, avant de poser la question, il faut déjà qu'il aille voir ce qui a été fait. Les 2 unions ont été créées au thème des États généraux, ce n'est pas de l'amusement. Fédérer 8 associations de journalistes, une dizaine d'associations de journalistes, 7 associations de patrons, des éditeurs, des photoreporters,
des reporters graphiques pour en faire UPMB. Ce n'est pas de l'amusement. Nous y avons mis une bonne partie de notre vie. Et ça, je le dis avec beaucoup de fierté, mais de gravité. Donc, quand on me dit qu'est-ce qui a été fait, je dis non. Beaucoup ont été fait de choses. On a fait beaucoup de choses. Mais le temps passant, les structures prennent de la rouille. C'est ce qui vient. On voit, quand on dit les mêmes, non, ce pas les mêmes. Moi, j'ai créé ces unions-là, je les ai installées et je suis allé à la HAC. Je les ai installées en 2004 et je suis allé à la HAC. J'ai quitté la HAC en 2009. Et depuis lors, je ne me suis plus mêlé des fêtières. Je ne me suis plus mêlé de ces activités-là. Mais nous avons installé la maison des médias qui est là aujourd'hui. Alors qu'on aurait pu acheter les terrains vides qui étaient à côté. On ne l'a pas fait, par exemple. Et donc, la maison des médias, on est entouré. La loterie est à côté de nous. Alors que cet espace-là, nous envisagions l'acheter à l'époque. On n'a pas pu l'acheter parce que, bon, les équipes ont changé, les visions ont changé. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Non, en 2002, ce qu'on a fait, sur les 8 chantiers, sur les 16 chantiers, sur les 16 chantiers, on n'a réalisé pas moins de 12, de 10 à 12. À ce point. La réforme de la carte de presse, les textes à relire. Bon, nous, on n'avait pas l'initiative de loi, donc du coup, on relit, on a fait beaucoup de... Donc, l'ODEM à revoir, la maison des médias à gérer. Donc, si on reprend les 5 chantiers, vous allez voir. Bon, on n'a pas pu créer le bureau de vérification de la publicité. Ce n'est pas nous qui devons le créer. On devrait faire du lobbying auprès de la HAC. Ça n'a pas porté. Le code de l'information, finalement, ça a été adopté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de décisions de 2002. Si j'ai les 7 chantiers devant moi, vous allez voir qu'on a pu avancer. En 2012, lors de l'évaluation des 10 ans de ces états généraux, Yahi Boni a voulu, le président Yahi Boni a souhaité que la presse fasse ces états généraux. Cela a eu l'assentiment de la HAC qui a accompagné. Des équipes ont été mises en place. Mais les états généraux ont été organisés. Mais le président Yahi n'a plus pris les rapports. Et donc, la profession elle-même s'est sclérosée. Elle s'est stagnée en disant, bon, on a pleurniché, Yahi Boni n'a pas pris le rapport, voilà, vraiment, on est malheureux. Non, le tigre ne proclame pas sa intégrité. Normalement, elle devrait bondir sur ça et continuer à évoluer sans. Parce que l'État ne peut pas continuellement. La réforme de l'aide d'État à la presse privée en 2010, ça fait partie des chantiers. On a tenté de réformer. La messagerie de la presse, on a tenté. La centrale d'achat, c'est des choses, des chantiers de 2002 qu'on a tenté d'activer. Mais à un moment donné, il y a eu une sorte de césure. Les nouvelles générations qui ont succédé aux têtes des fêtières n'ont plus eu l'envie de continuer avec cette genre de... Parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est un manque d'envie ou bien il n'avait simplement personne derrière, puisque une fêtière doit fonctionner également avec les membres qui adhèrent à cette union-là. Si les idées sont portées par la tête. Ouais, aucun groupe organisé ne décide dans la masse. C'est toujours une élite. Et quand l'élite décide, elle joue de son leadership pour faire passer à sa génération. C'est comme ça partout. Et donc, les fêtières qui ont succédé ont peut-être manqué d'imagination. Et non plus, ou bien peut-être de courage. Parce qu'on laisse une partie de soi, c'est vrai. Et n'ont pas pu porter ça. L'aide d'État à la presse, tel que nous, à la HAC, on a fait en 2005-2006, les fêtières ne peuvent plus continuer à vivre de l'aide de l'État à la presse. C'est pas normal qu'après 2008, par exemple, 2009, que l'aide d'État continue de payer le fonctionnement des... Comment voulez-vous que l'État paye votre fonctionnement? Association en 1901. Je suis d'accord avec l'idée, Agapit Napoléon. Ça ne répond à rien. Ils vont vivre de quoi? Cotisation. Qui sont ces membres de cette Si vous êtes membre, vous devez payer votre cotisation. Ou alors vous n'êtes pas membre. Alors donc, qui est alors membre de l'UPMB? Qui est alors membre du patronat? Moi, la dernière fois, lors de la journée, j'ai compris que les gens payaient encore 1000 francs. Mais comment on peut payer 1000 francs comme cotisation en tant que journaliste? Déjà, les conditions de travail également. On ne peut pas rester dans la plainte continue et vouloir être un homme indépendant. La convention collective Agapit Napoléon Maforikant que tous les organes de médias doivent pouvoir appliquer. Combien sont ces organes qui l'appliquent pour pouvoir donner une certaine condition de travail décente à ces professionnels des médias? Vous êtes fiers d'en parler, mais cette convention... C'est comme le voleur qui dit, bon, c'est parce que je n'ai pas trouvé à manger que je suis allé voler. Non, mais attends, on va aller le vol? Non, attendez, de quoi nous parlons? Tout ce que vous créez comme problème, quelle profession n'a pas de difficulté? Quelle profession n'a pas de difficulté?
Quelle est la moyenne de salaire qu'on paye dans l'entreprise privée aujourd'hui? 50 000 par exemple. Il y a des confrères qui gagnent encore 50 000. Moi, je non, on ne parle pas de voilà, télé. Donc, le pays, au niveau du pouvoir d'achat, c'est vrai qu'il y a des entreprises. Et vous avez raison. Vous avez raison sur ça. Mais au même moment, c'est l'environnement. Lorsque vous-même vous signez ça, vous êtes d'accord. Est-ce que oui? Il n'y a pas d'emploi. Donc, il n'y a pas d'emploi. Donc, assumez-vous. Non, mais s'il existe une convention, il faudrait qu'on en arrive. Nous avons fait, ça fait partie des chantiers, des 5 chantiers. Les conventions je pense que la dernière a été dénoncée, non? Ou bien une dernière qui est en cours. L'une a été dénoncée il y a 3-4 ans. Je ne sais pas si la dernière a été déjà conclue. Mais ça a été une réalité. Après que toutes les entreprises ne l'appliquent pas, il appartient aux fêtières de travailler pour. Il appartient aux journalistes, donc l'UPMB, de travailler pour, de sortir de temps en temps les tableaux de ces situations. Il faut se battre pour faire passer son message. Ils sont avec le CNPA. Mais ça n'empêche pas le journaliste qui est engagé de payer sa cotisation. Et ce n'est pas 1000 francs qui va faire tourner. Donc, comme je vous ai dit, nous, on a estimé que l'État ne peut pas continuer à payer le fonctionnement des fêtières. Non. Il faut que les fêtiers travaillent. Vous voyez, le président du CNPA qui est là, il a organisé une table ronde de CNPA. Ce n'est pas l'État qui a financé. L'étude, la réalité des tests, ce n'est pas l'État qui a financé. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez le dos au mur, vous pouvez réussir. L'UPM, aujourd'hui, les fêtières fonctionnent sans financement de l'État. Mais c'est ça que ça doit être. Après, vous discutez avec l'État de l'appui que l'État va vous donner. Pourquoi le fonds de développement de la presse ne fonctionne pas? On attend l'État, oui. L'aide de l'État est une réalité. Mais si le pouvoir public n'a pas envie de vous le donner, c'est remis sur la table. Trouvez des financements alternatifs. C'est une profession. Elle ne peut pas pleurnicher. Ce n'est pas un démembrement de l'État pour attendre que l'État donne l'argent pour financer. C'est logique. Nous attendions, il y avait l'aide en 1997. Chaque année, les États, quand nous finissions la HAC, on a laissé une certaine cagnotte pour un certain nombre de projets. Ceux qui nous ont succédé ont fait les mêmes aménagements sans doute. Mais après, quand l'État décide de ne plus débloquer, parce que le fonds devrait être créé, et le fonds a été créé. Après, il faut mettre en place les organes du fonds. Alors, si ça n'a pas tourné, il appartient toujours au fait de se battre, d'aller prendre langue avec la HAC, de faire en sorte que peut-être qu'il aille chercher les financements alternatifs. En attendant que l'État se convainc de devoir mettre l'argent dedans. Mais l'État n'est pas obligé. L'État n'est pas obligé. Donc, c'est vrai, la loi dit que le fonds est créé, l'État met l'argent, oui. Mais l'État, là, comme je dis, la profession des médias n'est pas une profession, c'est pas une direction de l'État pour que l'État mette systématiquement l'argent pour son fonctionnement. Pour moi, il faut une diplomatie au niveau de la gouvernance. Donc, il faut mettre en place une gouvernance de qualité. Et, en gros de ça, à décliner aujourd'hui, dans l'ordre de l'intervention, quelle vie, quelle presse il voit. Et nous sommes en phase. Et je suis heureux que confrère qui a embrassé la profession 15 ans ou pratiquement après moi, et cette vision, je dis, mais c'est géré. Donc, si on peut avoir un certain nombre de confrères, de jeunes confrères qui sont dans cette dynamique, on peut être tranquille. Donc, on laisse les plaintes comme anecdotiques et on accompagne ceux qui ont des visions pour demain en disant la relève peut être assurée. Mais on ne peut pas laisser les plantes aussi, puisque vous avez dit qu'il faudrait se concentrer, je vais arriver sur le statut du journaliste, comment le journaliste travaille et tout. Donc je pense que c'est ensemble. On n'a pas besoin d'attendre des plaintes. Ça fait partie des devoirs. Quand vous êtes professionnel, vous êtes une association à caractère, c'est d'avocats syndicalistes, vous devrez travailler pour. Donc, les conditions de vie et de travail des journalistes, la rémunération, la sécurité, par exemple. C'est de l'interne. Vous avez parlé de la convention collective. Ce que la convention collective a proposé à payer, ce n'est pas exagéré. Mais c'est vrai que le marché est ce qu'il est. Alors, est-ce qu'on a besoin de 100 journaux? Voilà la question. Est-ce qu'on a besoin de 100 journaux? Les radios, oui, parce que nos populations sont pratiquement analphabètes. Donc, c'est logique qu'on étende les radios dans les sphères pour que tout le monde ait au moins droit à l'information. Mais bon, bientôt, avec la TNT, on espère que la RNT va suivre les radios numériques terrestres pour que le Béninois, dans tous les confins qu'il est, puisse avoir l'information. Donc, mais la presse qui est concentrée dans les villes, plus de 100 journaux, il y a des journaux il y a des journaux qui se réduisent à leurs propriétaires, qui se disent patrons de presse et journalistes à la fois. Mais non, il faut vider ça. Il faut vider ça, on ne peut pas continuer avec ça. Donc, il faut créer des conditions pour qu'on n'ait plus. Le Bénin n'a pas besoin de 100 journaux. Le Bénin n'a pas besoin de 50 journaux.
Le domaine n'en a pas besoin. Donc, créer les conditions pour dégager ce qui ne mérite pas d'y être. Pour que les professionnels qui existent aillent dans les journaux qui peuvent les payer, dans les organes qui peuvent les payer, tout au moins, bon, plus ou moins décemment. Je connais un peu les réalités de l'entreprise de presse. Donc, c'est compliqué, mais au moins, il ne faut pas quand même qu'on leur donne une vie de misère où les gens sont là, ils sont nourris au perdième. Non, ça ne peut pas tenir, ça ne doit pas tenir. Donc, il y a beaucoup de choses à l'interne à gérer, effectivement, sur les conditions de travail, sur les conditions de vie. Mais si la gouvernance elle-même n'est pas bien structurée, organisée, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que vous comprenez que on ne peut pas, lorsqu'on est d'une certaine expérience, j'ai l'impression, valider les batailles, à mon avis, égoïstes d'élection, alors qu'il y a ces gros problèmes à gérer. C'est ça le drame, justement, puisque c'est ce problème. C'est ces gros problèmes qu'il faut travailler. Malheureusement. Oui, c'est un gros problème parce que son travail n'est pas de ça. C'est la profession même qui doit poser ces problèmes et aller discuter avec la HAC sur la mise en œuvre donc, de ces problèmes. Comment traduire ça en règlement, donc en loi ou en règlement pour qu'on le pose au tiers. Donc, il y a des chantiers. Il y a des chantiers et il faudrait vraiment que les professionnels se mobilisent, les patrons, qu'on clarifie la situation, qui décident d'aller en ordre ou créer un ordre, une chambre ou une interprofessionnelle. Il faut régler, il faut voir qu'est-ce qui est le mieux adapté. Et là encore, l'expertise de l'AC peut être utile en la matière. Il faut aller vers la commission des lois, à l'Assemblée nationale. Il faut discuter avec les députés. On doit avoir du lobbying. Ouais, même les débats sur le code du numérique, tout ça, les gens doivent aller se faire expliquer par ceux qui maîtrisent ça. Parce que certains se disent juristes, ils ne comprennent pas les droits nouveaux. Et donc, ils ont peut-être fait du droit. Mais tout le monde ne connaît pas, n'a pas fait du droit spécial. Il y a le droit, mais il y a le droit spécial parfois. La presse est régie par un droit spécial. Le code du numérique est un droit spécial. Il y a un certain nombre de droits parce que c'est des droits qui régissent des secteurs ponctuels avec leurs particularités. Et donc, pour maîtriser ces droits, il faut étudier le contenu et étudier la réglementation extérieure, ce qu'on appelle la jurisprudence, au-delà de tout. Or, beaucoup disent qu'ils sont juristes, ils ont le code du numérique. Demandez à un journaliste aujourd'hui, il reproche quoi au code du numérique? Il ne peut pas vous dire ce qu'il reproche. Moi, ça fait partie des questions. Un journaliste, c'est un minimum de connaissances. S'il ne peut pas en faire preuve, je pense qu'il ne mérite pas ce statut de journaliste. Bon, il va l'apprendre, Agapit. Oui, il peut écrire du français. Il peut faire de l'éditorial, il peut écrire français, il peut faire du tyrambique sur les trucs, mais il n'est pas journaliste. Ce sera peut-être la dernière question à Agapit Napoléon Bafouikan. Quel sera le sort de ces recommandations d'État, puisque le chef de l'État a pris les devants pratiquement à vouloir réviser, par exemple, la loi organique de l'ARAC? Quel sera le devenir de ces recommandations issues de l'atelier? Bon, l'atelier a demandé que le présidium que j'ai dirigé puisse suivre la transplantation dans les tests des unions professionnelles. Les unions doivent organiser les AG, donc les associations, donc l'UPMB, le CNP à Bénin, doivent organiser leurs AG pour discuter de ces documents au plus tard le 30 juin. On va voir un peu avec l'Assemblée spéciale à quel moment ces AG sont prévus. Et donc, il y a ces AG-là qui doivent se tenir. Il y a au même moment l'Assemblée spéciale qui doit prendre un certain nombre de décisions. Et donc, nous allons suivre ça de près. On suivra et de temps à autre, peut-être qu'on rendra compte. Et sous l'égide donc de l'Assemblée spéciale. Nous, le président, on n'est pas autonome. On dépend donc de l'Assemblée spéciale. Bien sûr. Qui prend ces mesures, qui prend ces décisions, donc des deux unions. Personnellement, oui, moi, je suis l'activité de près. Comme je dis, nous avons le devoir de partager le peu d'expérience que nous avons acquis en attendant, donc, pendant que nous sommes encore là et disponibles, partager l'expérience et faire en sorte que la mayonnaise prenne et que une nouvelle génération se saisisse de la gouvernance de la profession, plus structurée, plus organisée, plus au fait des défis nouveaux pour que la presse se démarque de la plateforme commune des réseaux sociaux et que la presse se rende véritablement responsable dans le cadre des réformes en cours et surtout du Bénin nouveau, peut-être du Bénin qu'on envisage pour 2070. Pourquoi pas?
pour 2060, 60, oui. pour les centenaires. Moi, c'est ce que j'attends, que la nouvelle presse se mette en place et se mette à jour, se mette au fait des défis nouveaux à relever dans un Bénin qui se modernise et qui se veut durable. Voilà, une modernisation qui se veut durable. Les médias doivent être là. Le monde nouveau dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les guerres, les crises, les conflits, les pandémies interviennent, les médias doivent être là pour jouer leur partition. C'est pas sur la plateforme sociale commune, non. Les médias responsables, au fait des informations, capables de les analyser et de partager avec l'opinion publique et de répondre des questions. Répondre aux questions que les populations se posent en matière d'information. C'est le rôle des médias. Et je rêve que les générations actuelles et celles qui se mettent en pôle position puissent se dépouiller et ou bien se rendre libres de tous ces bruits, enfin, tous les bruits qui perturbent un peu le bon déroulement des choses, qu'ils puissent se délier de ces bruits et avancer vers des lendemains plus meilleurs. Il paraît que les critiques permettent justement d'améliorer ce qu'on fait. Donc, on va certainement y arriver. Agapit Napoléon Bafouékan, merci à vous. La critique n'est pas le bruit. La critique, comme je vous ai dit, ce que vous faites n'est pas bon, je vous le signale de la manière la plus décente. Oui. Mais quand je me mets à ronronner, je ne pense pas qu'entre mon bruit et le vôtre, on puisse s'entendre. Actuellement, il me semble qu'il y a plusieurs bruits. Et dans le bruit, personne ne s'entend. Ça fait des monologues croisés. Personne ne s'écoute. C'est comme les hommes politiques qu'on fait en 2019, où il y en a qui continuent de dire on nous a exclus. On nous a exclus. On ne peut pas rentrer dans ça. Franchement, parlons comme les autres. Il faut quitter dans ça. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le décryptage de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis.